Analyse et perspective, il y en aura pour tous les goûts dans cette nouvelle édition de Match après Match. Depuis ce week-end, les principaux championnats de première division de la planète foot sont en pause. Évidemment, dans une semaine, c'est le début de la Coupe du Monde. Nous en parlerons dans cette émission, mais nous parlerons avant tout de l'actualité du football helvétique avec, pour en débattre autour de cette table, à ma gauche, Vincent Rigolet et Tim Guimain, et à ma droite, Jérémy Manière. Et l'actualité du football helvétique, c'était cette semaine le choix d'une nouvelle formule dite écossaise pour la Super League. En gros, cela signifie 12 équipes, ça signifie 3 tours de 11 parties, 33 matchs. Ensuite, division, les 6 premiers jouent ensemble, 5 matchs supplémentaires. Les 6 derniers font la même chose. Et cette nouvelle formule veut dire plus de play-offs écartés alors qu'ils avaient été votés il y a quelques mois en arrière. Le principe des 12 équipes était acquis par les formations, par les clubs. Le principe des play-offs ne plaisait pas à certains clubs, à certaines polices cantonales et aussi à de très très nombreux fans en Suisse. On a trouvé peut-être un compromis, Jérémy, avec cette nouvelle formule. Compromis très helvétique? Ouais, je crois que c'est la moins bonne formule pour certains. Pour moi, c'est un compromis qui pose question et qui pose problème aussi. J'étais pas fan de cette forme-là de play-off. Moi, j'étais pour des play-offs, mais sous une autre forme. On pourrait en discuter pendant 2 heures. Mais ce modèle écossais, il pose d'autres problèmes. Je crois que moi, ce qui me dérange un petit peu dans ce thème-là, c'est que durant de nombreux mois, les détracteurs des playoffs ont invoqué toujours ce mérite sportif, cette équité sportive défaillante avec la formule proposée de playoffs, mais elle revêt d'autres problèmes, cette formule écossaise. Lesquels? Notamment le fait qu'une équipe peut jouer quand même 3 fois à l'extérieur, à IB ou à Bâle. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais sur les années, c'est lissé, vous inquiétez pas, une équipe qui joue 3 fois à Bâle, mais sauf que d'une année à l'autre, c'est pas les mêmes équipes. Donc bien sûr, il s'agit de scénarios rocambolesques, ça ne sera pas tout le temps le cas, mais c'est possible. Et ça aussi, pour moi, c'est pas la définition parfaite de l'équité sportive non plus. Même dérangement pour vous, Tim? Moi, il y a quand même un argument que je n'ai pas trop aimé ces dernières semaines, c'est que on dit que les play-offs ne font pas partie de l'essence du football suisse. Alors moi, je ne suis pas pour l'américanisation extrême, Dieu me préserve, mais je pense quand même que le fait, les finales et les finales de promotion et les play-offs font partie du football suisse, et pas depuis hier. Je veux dire, en première ligue, ou même dans les ligues amateurs, en 3e ligue, 4e ligue, il y a des finales. Vous pouvez être champion de 3e ligue et ne pas monter, ça existe dans le football suisse, donc ce n'était pas quelque chose qui tombait de nulle part. Et moi, j'aurais aimé assez voir ces play-offs, même si ce n'est pas ma formule idéale non plus, clairement, quoi. Non, je ne suis pas un fervent défenseur des playoffs. Je trouve juste dommage en fait, qu'on se soit donné l'idée de tenter quelque chose de nouveau, de donner un nouvel essor à notre championnat. Et au final, on l'enterre dans l'œuf et on ne l'essaye même pas. En fait, ça n'a jamais été testé. Après, moi, j'entends le fait que les fans étaient mécontents de cette envie-là. Je comprends qu'on respecte la Vox Populi. Je comprends que certains clubs décident, OK, par exemple, Bâle change d'avis parce qu'il y avait vraiment un immense mouvement au travers de ses supporters contre ces playoffs et qu'on ne veut pas non plus fâcher les gens qui viennent pour assister à ce spectacle-là. Mais je trouve dommage et je trouve que la Ligue et les clubs ont été un peu peureux de ne pas s'affirmer, de ne pas aller au bout de leur projet. Moi, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est le comportement de certains présidents de clubs qui ont un peu instrumentalisé les fans et puis les autorités. On ne saura pas, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, on ne saura pas ce que Canepa a fait avec la ville de Zurich ou quels arrangements il a trouvé pour que la ville pose son veto pour des play-offs. Mais moi, je trouve que les fans ont été instrumentalisés. On s'est servi des fans, entre guillemets, pour poser un petit peu cette fronde-là. Et pour moi, ça pourrait être dangereux de le faire à l'avenir une nouvelle fois pour d'autres thèmes. Et je crois qu'il faut, bien sûr, les fans sont à écouter. C'est la base même de notre football, mais par contre, ça peut être dangereux dans d'autres circonstances aussi. Oui, mais attention, parce que oui, il y a eu clairement le peuple qui s'est exprimé. On a vu qu'il y a eu des dizaines de milliers de signatures, mais aussi une majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée. Ouais. Là, je veux dire, les ultras, ils ont fait front, tant mieux, on les écoute, mais il y a aussi les familles ou plein d'autres gens qui ne sont pas forcément exprimés. Donc moi, je pense que là, on est un petit peu, faut être un petit peu prudent. Et Vincent Steinmann disait quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. Alors bien sûr, 57 000, je crois, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit ça, surtout quand on se déplace à Saint-Gall, qu'il y a 20 000 feuilles rouges déposées sur les sièges. On en a fait l'expérience là récemment. Mais comme le disait Vincent Steinmann, s'il veut trouver 60 000
défenseur des playoffs en Suisse en 3 ou 4 ou 5 mois, il y arrivera aussi. Hein. Donc, il ne faut pas non plus se faire... faut pas non plus être impressionné par ce chiffre-là non plus. On a eu peur du changement comme on a eu peur du changement quand on est passé dans cette formule Super League à 10. Le changement a toujours effrayé, en fait, et on s'est toujours dit « Ah, mais non, finalement, on ne va pas le changer. » Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et on ne connaît pas les playoffs. En vérité, c'est ça. Alors, Tim le dit, dans le foot amateur, ça existe, mais on ne connaît pas vraiment ce système de play-off, comment on décerne un titre de champion en Super League sur la base de quelques matchs. Et je peux comprendre que ça gêne certains observateurs ou certaines équipes. Mais ce qui m'embête, c'est, voilà, on ne l'aura jamais testé et on ne le saura jamais. Et on va aller dans une formule qui est un compromis un peu mou. C'est un peu ça, au final. Ouais, c'est un peu mou. Ça va rien changer, cette formule écossaise, au final. Parce que si on se retrouve avec IB, qui a 15 points d'avance au moment où on rentre dans ses 5 derniers matchs, on a déjà un champion avant même d'essayer ce tour final qui n'aura pas d'intérêt ou pas plus d'intérêt que la saison actuelle. Moi, je vais vous offrir une révolution. On a fait cette formule à 10 pour resserrer l'élite parce que les gros clubs disaient voilà, aller jouer à Delémont, Chaux-de-Fonds à l'époque, ça va nous péjorer en Europe. Bon, on ne peut pas dire que c'était très concluant, mais pourquoi on n'ouvrirait pas cette Super League, on n'irait pas à 16 ou à 18? Je suis désolé, au Portugal, ils le font. Et c'est pas parce que Benfica joue contre Gil Vicente ou Moreirense qui sont moins forts en Europe, au contraire. Moi, je serais vraiment pour ramener le football d'élite de les régions et retrouver toutes les régions, 18, 16... On en prend gentiment le chemin, on est déjà passé à 12, peut-être que c'est l'évolution que va prendre notre championnat. Et je comprends que vous en doutiez, Jérémy, parce que c'est compliqué d'avoir autant de clubs professionnels. C'est une discussion qu'on a souvent. Est-ce qu'il y a assez de clubs qui ont les épaules pour répondre aux exigences et de la Ligue et du foot moderne? C'est la vraie question. Mais comment ils font les autres pays? Je suis désolé, on n'est pas obligé d'avoir non plus des immenses budgets. On peut avoir des petites équipes au Super League qui sont reléguées ou pas, après s'être battues admirablement. Moi, des pays de la taille de la Suisse. Ouais, justement. Le Portugal, c'est un mauvais exemple pour moi quand même. Plutôt autour de 10-12 équipes. Ouais, mais à part le Portugal et éventuellement la Belgique ou la Hollande, mais qui sont des vrais... Alors, pour la Belgique, peut-être un peu moins, mais... d'habitants. Qui ont un peu plus d'habitants, 1 à 2 millions de plus. Le Portugal, je crois que c'est 10 millions, qui est un vrai pays de foot, où c'est le sport national, où il y a des talents individuels incroyables et où il n'y a pas la concurrence d'autres sports aussi. Je crois que le contexte socio-culturel, là, il joue un rôle super important. Et en Suisse, malheureusement, je ne vois pas le bassin de population suffisant, le tissu économique aussi suffisant pour élargir au-delà de 12. Parce que le problème, ce n'est pas d'arriver à 14 ou parce qu'il y aurait 14 clubs peut-être en Suisse qui auraient les épaules. Le problème, c'est que les clubs veulent aussi un certain nombre de matchs à domicile et c'est ce point-là qui pose problème. Oui, mais avec une Super League à 18, je ne vois pas ce qui poserait problème. Ce serait aussi l'occasion de redynamiser, je suis désolé, ces régions. Moi, j'aimerais voir Carouge en Super League une année ou deux, et il y aurait peut-être du monde. Moi, Combien de spectateurs à Bâle pour un Bâle Carouge? Sur le sport, est-ce qu'on serait vraiment crédible? Alors, Carouge fait une très très belle saison en Promotion League. Ils sont destinés à jouer prochainement en Challenge League, je l'espère. Mais voir Carouge jouer à Bâle ou jouer à IB devant 30 000 personnes, alors... Ils auraient des revenus en plus. C'est complètement hypothétique ce qu'on dit. Hein, mais moi, je pense que ce n'est pas dans le bien de notre football parce que notre niveau se serait un petit peu dilué. Oui, mais je suis désolé, Jérémy. On bat le Vaduz 4 fois par année. OK, alors on va me dire c'est peut-être du monde en plus, mais ce n'est pas de la compétitivité en plus. Et ça fait maintenant des années qu'on éprouve ce système. Et pour moi, c'est un échec en Europe. Les gros clubs l'ont voulu, mais ça ne rend pas plus compétitifs. Et pendant ce temps, on a fait mourir des régions. Alors, je suis peut-être trop attaché au football amateur, mais pour moi, il y a trop de régions en Suisse qui sont privées de football d'élite. Est-ce qu'il y a quand même certains avantages à ce système? Parce que... Système écossais ou lequel? Système écossais. Disons que... Par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. Non, pour moi, alors je préfère largement la formule qu'on a actuellement que la formule A12 système écossais, de loin, parce que cette asymétrie de calendrier, moi, elle me dérange. On repousse un petit peu le problème. Alors bien sûr, il y aura 38 matchs, il y aura plus de matchs à se faire à la télé, il y aura des parties peut-être intéressantes, mais le suspense, il n'en sera pas amélioré non plus. Donc on se dirige plus ou moins vers le même type de championnat qu'on a actuellement. Il n'y aura pas spécialement un ventre mou plus grand parce que ce n'est pas 2 équipes en plus sur un championnat à 10 qui va amener un ventre mou et qui va permettre de faire peut-être jouer plus de jeunes dans les parties décisives. Pour moi, c'est une mauvaise décision. Et à choisir maintenant, après coup, j'aurais préféré rester dans ce système-là. Après, le problème, c'est que la décision, elle est prise maintenant. Voilà. Là, on n'a pas, dans 3 mois, une nouvelle votation pour finalement... Un référendum peut aller dans l'autre sens aussi, mais on serait encore plus ridicule, soyons honnêtes. Donc, on va continuer à regarder du foot, on va continuer à savourer cette Super League, mais avec un mode de jeu qui est très particulier. Après, on peut donner une chance à ce championnat-là, parce que moi, je regrettais le fait qu'on ne donne pas une chance à ces playoffs. On va devoir donner une chance à ce système écossais, en espérant que les fans ne soient pas déçus d'avoir voulu le changement et qu'on se retrouve avec finalement quelque chose qui ne va pas non plus dans le sens de l'équité sportive
et qui ne va pas dans le sens du suspense qu'on aurait peut-être obtenu avec les playoffs. Moi, ça me fait rire aussi un petit peu, pardon, j'en rajoute un peu, le thème me passionne. J'ai entendu Canepa s'exprimer sur le sujet, c'était le grand instigateur pour cette réforme-là. Et je crois qu'il disait, ouais, mais on a trouvé un mode de jeu qui est vraiment très intéressant, qui a fait ses preuves en Écosse. Je crois qu'il n'a jamais regardé le championnat écossais, puis il ne s'est pas intéressé vraiment à ce qui se passait là-bas, parce qu'il y a une fronde du public là-bas, parce que le Old Firm marche sur tout le monde, et les autres équipes n'existent pas. Il n'y a pas de... Donc Celtic et les Rangers. Hein. Voilà, tout à fait. Et il y a absolument zéro concurrence, il n'y a absolument aucun intérêt au fil de la saison, zéro suspense. Le niveau de jeu est pas bon non plus. Ils n'arrivent pas à former beaucoup de jeunes joueurs. Les Écossais, les meilleurs, partent en Angleterre très tôt. Pour moi, c'est la mauvaise idée de s'inspirer d'un modèle qui ne fonctionne déjà pas ailleurs, en fait. L'argument de la sécurité, c'était pour moi de l'hypocrisie aussi. Ouais, complètement. Parce qu'en Suisse, on sait quand même assurer la sécurité dans Bâle B ou dans Bâle Zurich. Et je vois pas en quoi ce serait différent sur des matchs aller-retour encadrés que par rapport à ce système écossais où il faut aussi se rencontrer. Ouais. Donc moi, je vois pas en quoi ça... Il y a aussi des playoffs de hockey avec des groupes de supporters qui ne s'aiment pas spécialement. Alors ça dégénère parfois, mais en l'occurrence, la Suisse arrive à les gérer. On va tourner la page de ce système écossais. On le découvrira la saison prochaine, la saison 2023-2024. On va venir à ce qu'il s'est passé depuis le mois de juillet. 16 matchs en Super League, la pause désormais pour 2 mois. Et une question pour vous, volontairement très ouverte. Que ce soit positif ou négatif, Tim, s'il y a une chose à retenir de ce début de saison, ça serait quoi? Le FC Winterthur, pour moi. Je continue à dire qu'ils seront 10e. Ça ne voudra pas dire qu'ils ont raté leur saison, mais pour moi, ce qu'ils font, c'est admirable. Si on m'avait dit qu'ils feraient un point par match au premier tour, j'y aurais pas cru, avec un stade plein d'énergie, avec une équipe de Challenge League, parce qu'ils ne sont pas renforcés ou très peu par rapport à l'année passée. Ils ont une équipe qui est très moyenne et ils obtiennent le meilleur avec le soutien populaire. C'est un club super sympathique. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette première partie de saison. En plus, avec un départ de saison raté. Hein. C'est à partir de la pause où vraiment ça a décollé pour Winterthur. Le mérite en revient à qui? À l'entraîneur, à l'atmosphère, aux joueurs eux-mêmes? À tout, je pense que c'est un club qui est super bien structuré, qui ne s'est pas pris pour un autre parce qu'il est monté, il n'a pas tout révolutionné. Certains autres auraient peut-être dit, bon, bah alors les joueurs qui sont montés, vous n'avez pas le niveau. Et vous pouvez le penser, hein. Moi je suis le premier à dire que Roman Bus, je n'aurais jamais mis en front qui serait titulaire d'une équipe en Super League un jour. Eh ben, tant mieux, c'est pas le meilleur attaquant du monde, mais il fait le boulot. Mais derrière, il y a des joueurs qui méritent. Thibaut Corbat, je trouve fantastique de voir qu'il est titulaire en Super League. Ça me fait très plaisir aussi, sachant par où il est passé. Et derrière, voilà, les joueurs... Moi, je pense que le mérite, il est pas mal sur l'entraîneur quand même. Parce que il a su justement tirer les leçons de ce début de saison raté. Il a changé un petit peu tactiquement, il a écouté ses joueurs aussi. Il a mis Fayolo au but, ce qui était une bonne idée. Et puis, il s'est adapté à cette ligue. Et puis derrière, il y a tout l'engouement, le fait que c'est un club super sain, super structuré. Tant mieux, ils vont quand même finir 10e, mais bravo. Alors, il n'y avait pas l'engouement à Vaduz la dernière fois qu'ils étaient en Super League avec Mario Frick. Mais est-ce que vous retrouvez un petit peu du Vaduz qui s'était retrouvé relégué pour 3 fois rien lors de la dernière journée? Non, Winterthur, c'est quand même autre chose, je pense, que CFC Vaduz, déjà au niveau sympathie, au niveau ferveur du club. Et Vaduz, c'était quand même fait des points au bétonnant. Alors, je dis pas que Winterthur, c'est le football champagne, c'est pas le Shakhtar Donetsk, mais ça joue quand même au foot, c'est Winterthur. Moi, j'aime assez, quoi. Moi, j'aurais dit City ou, je sais pas... Jérémy. Même question qu'à Tim. Moi, je retiens le très bon premier tour de Max Meyer au sein du FC Lucerne, un joueur que j'adore, que j'avais découvert à Schalke, que j'avais continué de regarder en première ligue à Crystal Palace, où ça s'était un petit peu moins passé, que j'ai perdu un peu de vue à Fenerbahçe, à Midtjylland. Mais c'est un régal de le voir pour moi. Il a une qualité bien supérieure à la Super League, sans lui faire offense, sans faire offense à ce championnat-là, pardon. Un régal techniquement, un coup d'œil magnifique. Il s'est très très vite intégré. Et moi, j'adore Samuel Ekampo avec qui j'ai joué et que je trouve fantastique au niveau du talent. Et je ne pensais vraiment pas que aussi vite il s'imposerait et il relèguerait Campo au bout du banc. Donc voilà, vraiment très intéressant comme joueur. Moi, je suis super d'accord et je trouve que Lucerne n'a pas assez de points par rapport à ce qu'il montre ce premier tour. Ils ont été très instables et tout, mais je pense qu'au niveau du recrutement, au niveau de ce qu'ils montrent, j'estime qu'il pourrait être un peu plus haut. Dans un contexte difficile, il ne faut pas l'oublier, Lucerne, surtout cet automne. Ah, c'est clair, avec tout ce qui se passe aux coulisses, avec cet actionnaire majoritaire qui tire à boulet rouge sur son propre club et sa propre conseil d'administration. Qui connaît bien le foot. Ouais, alors, je ne connais pas personnellement, mais en tout cas, ce qu'on en lit, ouais, ça a l'air du pyromane par excellence. Mais non, moi je trouve qu'ils font un boulot admirable sur le terrain, je trouve qu'il leur manque quelques points. Les M21 sont larges leaders de Promotion League, ce qui montre aussi qu'ils font du super boulot de formation, avec Jachari qui va jouer la Coupe du Monde. Et c'est quand même intéressant ce qui se passe à Lucerne, je suis d'accord avec Jérémy.
Positif ou négatif? Comme vous voulez. Libre, okay. Comme vous voulez. Un petit peu. Non, l'autodestruction du FC Zurich, franchement, j'ai pas compris Enfin, on voit ce qui s'est passé à Zurich, mais j'ai pas compris comment un projet qui était aussi génial l'année passée, même si c'était en sur-régime, même si que cette équipe-là, elle se soit autant détruite, et elle doit beaucoup de ça à Franco Foda. La vérité, c'est ça. C'est un entraîneur qui a voulu mettre en place son système, peu importe les joueurs qu'il avait à disposition, qui nous a fait disparaître et Guerrero et Boranjazevic, qui étaient les deux moteurs. Et Marquezano. J'y arrivais, j'ai commencé par ces deux-là, mais les deux couloirs qui étaient les moteurs de cette équipe-là, le créateur au milieu, donc Marquezano qui n'était plus là. Après, il y a eu des transferts, mais je ne pense pas qu'on puisse mettre les mauvais résultats de Zurich sur le départ de l'attaquant, du milieu de terrain, d'un ou deux joueurs, vu ce que cette équipe elle produisait. Et au final, je suis très très déçu de cette équipe-là qui, si elle continuait sur sa lancée, avait peut-être les armes pour aller chercher IB, ou en tout cas concurrencer après 16 journées, parce que là, actuellement, ce n'est pas le cas, il n'y a personne qui arrive à suivre IB. C'est mon deuxième point négatif, je suis très déçu du fait qu'il n'y a personne qui arrive à concurrencer IB cette saison, même si c'est difficile, je peux comprendre. Ces équipes pourront, avec les playoffs la saison prochaine, on pourra, avec des playoffs, peut-être concurrencer IB. Ah non, j'ai raté une étape. Non, vous avez hiberné, Steam. C'est intéressant, parce que ça montre aussi qu'en fait, il n'y a que IB et Bâle qui peuvent aujourd'hui régater un petit peu, je dis bien un petit peu, sur la scène européenne et quand même assurer un championnat. Et là, on a vu Zurich, champion surprise, qui a essayé de se renforcer, qui a essayé de mettre de la densité de l'effectif, mais au final, n'a pas réussi à faire les deux. Ils sont quand même concentrés sur l'Europe, ils n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute du dernier match, ils ont été. Et ça, c'est honorable. Ouais, vraiment, moi j'ai trouvé ça beau. Quitte à sacrifier peut-être un peu le championnat, mais ils ont joué l'Europe à fond, et tant mieux. Et puis maintenant, on voit, maintenant qu'ils sont libérés de l'Europe, comme par hasard, ils font des points. Donc moi, je ne pense pas qu'ils feront 10e ou 9e au printemps, je les vois même assez, je vois même plus haut. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas complètement détruits, ils sont juste su se reprendre à temps. Ouais. Et au final, ils ne sont pas si loin que cela des places européennes. C'est tellement serré dans le championnat. Mais Franco Foda, vous l'avez dit, si André Breitenreiter, alors on ne refait pas l'histoire, mais si André Breitenreiter était resté... Peut-être qu'après 3 journées, il n'y avait pas les résultats non plus, puis on aurait dit que Breitenreiter, il tirait trop sur ses joueurs et que la saison dernière, ils payeraient la saison dernière cette saison. C'est impossible de savoir comment ça aurait tourné, franchement. Mais il se serait par contre appuyé sur ce qui avait fonctionné la saison passée. Il y aurait peut-être eu un capital point plus important sur les premières journées. Et un capital confiance. Un capital confiance aussi plus important. Confiance qui a rapidement disparu. Est-ce qu'il aurait pu faire l'Europe et le championnat de front? Non, ils n'étaient pas armés pour ça. C'était une surprise la saison passée qu'ils fassent le titre. On l'a vu avec pas mal de clubs qui ont des champions surprises, comme Leicester par exemple, à l'époque en 2016 en Première Ligue, qui a eu de la peine ensuite à confirmer dans une ligue qui est la meilleure au monde et aussi à gérer aussi ces matchs en semaine et ce rythme effréné. Et puis je vais être cohérent et reconnaître que je me suis trompé parce que j'ai dit en début de saison que Bâle pourrait concurrencer IB. Puis je pense qu'on a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que Bâle n'y arrive pas. Le match, alors on ne va pas se baser sur un match, mais le dernier match contre Getse, c'est flagrant. C'est une énorme déception. Ouais, pour moi, c'est une énorme déception, vraiment. Et certains diront qu'ils avaient vu venir avec les prêts. Allez-y. Avec la politique du club. Non, mais alors, moi, je suis déçu parce qu'au vu de la qualité, on est en droit d'attendre plus, mais c'était prévisible de ne pas aller voir concurrencer IB, malheureusement, parce que c'est une équipe qui est trop jeune pour, sur la durée, pouvoir rivaliser et concurrencer les Bernois. Mais on traite déçu et ça, pour moi, il y a quand même un gap qui est important et j'en attendais quand même bien plus, malgré le fait qu'ils sont quand même trop loin d'IB. Oui, mais ils ont quand même fait le boulot en Europe. Dans une poule qui était, alors certes pas sexy pour reprendre un terme à la mode et que je déteste, mais avec quand même 3 équipes qui savent quand même ce que c'est l'Europe et ils en sont sortis. Donc moi je trouve... C'était pas des monstres européens non, quand même. C'est pas des monstres européens, je suis d'accord. Non, mais Bâle n'est peut-être plus non plus. Bâle n'est peut-être plus un monstre européen. Non, mais clairement pas. Non, je suis d'accord, c'est pas des monstres européens, mais il faut quand même sortir, il faut quand même faire le boulot. Ils l'ont fait. Au championnat, ils sont pas largués non plus, même s'ils sont par rapport à IB, oui. Et l'effectif est pas si fort que ça. Il est très talentueux, oui, il y a du potentiel. Moi, ce qui me déçoit plus, en fait, c'est qu'ils n'ont pas pu développer vraiment leur talent individuel, notamment en attaque. Il y avait trop de joueurs. Et aucun d'eux va faire la Coupe du Monde. Et je pense que ça, dans la logique de développement du FC Bâle, pour la revente, pour valoriser les joueurs, le fait qu'il n'y ait aucun qui va au Qatar, ça pose quand même un petit problème, je pense, pour les comptes. Exception. On l'a appris il y a très peu de temps. Millard va y aller à la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'au niveau des Ekiri, des Hamdouni, des Ndoye, c'est à cela que vous pensiez, Tim, certainement. Bah oui, puis je pense que le caissier du FC Bâle ou M. Degan, il pensait aussi dans l'optique de valorisation et de revente. Et je pense que là, il est un petit peu déçu, en effet. Vous ne m'avez pas parlé des 2 clubs romans, Servette et Sion. On va s'attarder
quelques instants, quelques minutes sur le cas de Servette, le cas de Sion. Et je vais d'abord me tourner vers Tim, parce qu'on l'avait accueilli sur ce même plateau à l'ouverture de la saison. On discutait déjà de Servette, de Sion. Ces équipes peuvent-elles finir européennes en fin de saison? Tim nous avait dit que ça serait une sacrée surprise que les deux soient européens, mais pourquoi pas un, et plutôt via la Coupe? Oui, les deux sont encore en course en coupe, donc je suis content d'avoir... Mais... Ça dépend pas mal du tirage, quand même, soyons honnêtes. Non, mais clairement. Mais par contre, je pense que personne ici voyait Servette aussi haut à la trêve. Personne ici et personne nulle part. Je pense que même à Servette, ils auraient signé tout de suite pour une deuxième place. Et puis Sion, soyons honnêtes, c'est quand même avant le recrutement clinquant. Donc on était quand même 2-3 semaines avant. On parlait déjà de Balotelli, mais il n'y avait rien qui était fait. Et voilà. Après, Sion 8e, pour moi, c'est pas relevant de dire que Sion est 8e, parce qu'ils sont tellement proches des places 3, 4, 5, que finalement, cette 8e place, elle est anecdotique, elle est seulement visuelle. Servette 2e, alors, mea culpa, mais nostra culpa et la culpa de tout le football suisse, personne n'y pensait, clairement. Mais tant mieux. Ouais. Tardons-nous peut-être sur Servette, on passera à Sion tout à l'heure. 2e, quart de finaliste de la Coupe, avec, soyons francs, un tirage favorable. Jouer Rotkreuz à ce stade de la compétition qu'un pensionnaire de Première Ligue, il y a pire. Si on est promu ambitieux. en Première Ligue en plus. Ouais, promu en Première Ligue. Et à Servette, on est ambitieux parce qu'on est Servette. C'est Philippe Senderos qui le disait cet après-midi. Est-ce que Servette peut être ambitieux, doit être ambitieux pour la deuxième partie de la saison? Et ça veut dire, maintenant, le but, c'est les 3 premières places, un titre avec la Coupe. Quelle doit être l'ambition de Servette? Ça serait dommage de se priver d'ambition avec un si bon bilan en novembre, avec une coupe. Je ne vais pas dire qu'il leur tend les bras, évidemment pas, parce qu'on est encore loin de fêter un titre du côté de Genève, mais un calendrier une affiche qui est favorable contre Rotkreuz. Il restera que 2 matchs ensuite pour peut-être faire un titre. Et cette 3e place, ils sont en super bonne position. 2e même. Ouais, c'est 2e place, pardon, effectivement. Ouais. Ils doivent avoir des ambitions, ils doivent essayer pourquoi pas, de décrocher cette coupe et puis d'assurer cette 2e ou cette 3e place qui serait magnifique pour un club comme Servette qui s'est établi depuis quelques années maintenant comme un vrai candidat aux places européennes en Super League. Est-ce que Servette doit investir, prendre des risques pour être sur le podium, pour être 2e, vu que le vainqueur de la Coupe et au moins les 2 premiers, voire le 3e, seront en phase de groupe d'une compétition européenne la saison prochaine? Oui, et je pense qu'il faut investir derrière, sans manquer de respect à personne. Mais je pense que là, il leur manque quand même quelqu'un. Et moi, j'aime beaucoup Moritz Bauer, je l'ai souvent défendu, mais force est de constater que il ne fait pas le job, en tout cas, sur ce premier tour. Et ça me chagrine, mais il faut être objectif. Et je pense que dans l'axe aussi, le départ de Vincent Sasso, il leur a fait du mal. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons dans l'axe. Je ne dis pas ça. Ils ont prouvé qu'ils méritaient leur place. Mais lui, c'était vraiment le taulier, le patron de la défense. Et je pense que ce ne serait pas du luxe d'aller chercher quelqu'un derrière cet hiver. Et pourtant, Servette a une bonne défense. Au niveau comptable, il n'y a pas beaucoup de buts encaissés, à exception aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'ils font le boulot. J'ai rien à reprocher à personne. Mais je pense qu'au niveau de la docité, au niveau de la qualité, il faut quand même quelqu'un derrière. S'il y a un recrutement à faire, pour moi, il est là cet hiver. Moi, c'est pas là où ça me choque. La défense centrale, ils en ont beaucoup. Ils ont des jeunes qui poussent derrière avec Montero, avec Baba Soiré qui est plus planifié pour la 2e équipe, mais qui a fait des bons et même une apparition ou 2 avec la première équipe. Vouillot-Séverin, ça fonctionnait bien avant que Séverin se blesse. Rouillet, pour moi, est toujours le meilleur central à Servette. C'est vraiment pas là. Pour moi, ils sont vraiment armés pour garder cette bonne défense qu'ils ont actuellement. C'est plus, pour moi, le problème, c'est toujours cet élément offensif qui peut épauler Stevanovic en termes de stats, qui est capable de vous mettre 10 à 15 buts. Alors là, ça serait en une demi-saison, donc ça serait un peu moins, mais vraiment ce joueur référence devant qui est capable de faire passer Servette dans une autre dimension qu'ils n'ont toujours pas trouvé avec les aléas de blessures qu'on connaît. Bedia, Crivelli, ça suffit pas? Sur la qualité, c'est bien, mais Bedia s'est blessé. Crivelli se cherche aussi un peu une santé, donc c'est pas fiable en tout cas pour l'instant. Donc, alors, il faut pas non plus empiler les joueurs parce qu'après, quand ils seront tous là, il y en aura beaucoup trop en tribune, mais force est de constater qu'ils n'ont toujours pas cet élément offensif capable, avec Stevanovic bien sûr, de les faire passer un cap. Bon, vous êtes parti sans moi. Oui, non, mais vous il y a un risque à prendre, Vincent, pour Servette. Moi, je veux déjà parler de la 2e place, parce qu'on a été très positif en disant que c'est génial. En effet, c'est génial, c'est presque miraculeux. Et bon, miraculeux, ça a été la première place après 16 journées. Mais pour moi, Servette a tiré le maximum qu'il pouvait de ses effectifs, très franchement, avec l'accumulation des blessés, avec plus d'attaquants.
Je veux dire, on a joué avec Fofana et Rodelin devant à Servette. C'est la preuve qu'il n'y avait quand même plus de vrai numéro 9 dans cette équipe-là. Donc pour moi, Alain Gaguerre, de se retrouver deuxième maintenant après 16 journées, de regarder le classement, il doit avoir un petit sourire en coin quand même, parce que c'était pas fait d'avance. Équilibre fragile donc. Ouais, équilibre fragile, c'est quand même. On a lancé des jeunes aussi. Une victoire sur les 8 derniers matchs, Servette. C'est pas non plus la fête. Il y a beaucoup de matchs nuls récemment. Ils sont très bien partis en début de saison et ils ont réussi quand même à obtenir les points ici et là avec ces matchs nuls. Il faut faire attention aussi et pas s'emballer à Genève. Dire qu'on est ambitieux à Servette, c'est vrai, c'est un club historique de ce championnat. Pour moi, il n'y a pas encore les épaules pour aller chercher la première place. On a fait un sondage il y a quelques semaines où les gens étaient assez positifs vis-à-vis de Servette. Et je peux le comprendre parce qu'il y a l'envie d'avoir ce club en haut. Mais attention à bien planifier sur la durée, à se préparer. Et puis, le retour va être compliqué parce que cette pause, maintenant jusqu'en janvier, on n'a pas l'habitude de ça. Et les équipes se préparent toutes différemment. Et il faut voir qui va avoir raison au final à la reprise. Ouais, c'est vrai que pour un petit peu rejoindre Vincent, c'est vrai qu'il n'y a que 5 points entre Servette 2e et Sion 8e. Donc ça pourrait, en 2 journées, tout pourrait s'inverser. Mais pour moi, le bilan, il est quand même parfait. Enfin, parfait. Le jeu est pas en termes de contenu, n'est pas flamboyant. Ils ont été très, très efficaces. Mais il faut savoir aussi savourer une 2e place avant Noël pour un club qui a pas si longtemps faisait encore l'ascenseur entre la Challenge League et la Super League. Et tous les feux sont en vert pour moi du côté servettien. On parle un petit peu de Sion aussi, qui a très bien débuté le championnat. 14 points sur les 8 premiers matchs. Et depuis, un peu à l'image de Servette, pas beaucoup de points. Une victoire et 6 points sur les 8 derniers, avec passablement de choses qui se sont passées ce week-end encore, avec une défaite 7-2 contre Saint-Gall. Ce FC Sion, on a le sentiment que le potentiel est là, mais encore une fois, il n'est pas exploité, Tim. Oui, comme partout, comme tout le temps à Sion, tout va très vite dans les deux sens. Moi, je reste convaincu que s'il y a un résultat positif contre Saint-Gall hier, s'il y a un match nul, tout le monde est content. Ouais. Il n'y a pas les interviews aujourd'hui, M. Tramezzani n'est pas en danger, et puis la trêve se passe bien. Et puis il y a cette claque historique hier, qui peut arriver qu'à Sion, parce que tout va très vite à Sion dans les deux sens. Et puis il y a le feu. Mais regardons le classement, il n'y a pas le feu du tout. Je suis désolé, il y a eu un bon début de championnat. Le 2e tour, il n'est pas moche au niveau du contenu, même si il y a certains détails qui ont fait que Sion a perdu les matchs et n'a pas forcément fait les points. Mais voilà, tout va aller très vite maintenant, tout va aller dans l'excès. C'est comme à Marseille. Ça va très vite dans les deux sens. Et voilà, on sait que c'est Sion, c'est comme ça. Et voilà, mais moi, je ne serais pas aussi en panique que ce que je peux lire. Que le président, par exemple. Non, les propos de Christian Constantin, ils semblent assez clairs dans la mesure où on a vraiment l'impression que Paolo Tramezzani ne va pas continuer à Sion. Enfin, je crois que le président a été assez clair dans la presse aujourd'hui. Le problème, c'est comme le dit Tim, ça se joue sur en fait, ce résultat-là, ce match d'hier. Et en effet, un match nul leur suffisait pour pouvoir continuer à travailler et à travailler sereinement. Il y a eu une très très bonne période à Sion. Et l'ajout de Mario Balotelli, oui, il a déstabilisé l'équipe. Oui, ça a été un problème à un moment donné parce qu'on s'est dit que c'était dommage parce que Sion jouait tellement bien. Mais d'un autre côté, c'est un joueur qui a tellement de qualité aussi. Le problème, c'est que comme partout il est passé, on a de la peine à exploiter encore ce talent-là, à le mettre focus sur le terrain, à faire qu'il soit homogène dans un effectif. Mais c'est finalement le revers de la médaille de ces joueurs-là qui sont tellement talentueux. Et c'est le problème qu'a Sion actuellement et qu'a eu Sion sur les derniers matchs. C'était ce choix Stojilkovic, gros bosseur, futur talent. Puis Balotelli, qui a un investissement important quand même pour le club. Comment faire, comment gérer ça? Et je crois que ça a en effet déstabilisé passablement le FC Sion. Ouais, je rejoins un petit peu ce qui a été dit pour l'instant. Mais c'est vrai que malgré tout, la prestation d'hier, dans les attitudes, dans le langage corporel, il ternit quand même la bonne impression qu'avait laissé Sion durant ce premier tour, qui avait très très bien commencé, qui avait bien recruté aussi avant la dernière semaine de Mercato, avec des joueurs très intéressants en Super League, des joueurs auxquels aussi on peut s'identifier, on peut s'attacher, avec Lavanchia, avec Poa aussi, qui amène ce côté bosseur que les Valaisans aiment bien. Et malgré tout, ce deuxième quart de championnat est pas du tout réussi. Et l'impression laissée hier, voilà, la dernière impression est souvent la plus importante. Hein. Oui, mais Jérémy, le langage corporel, pour moi, c'est celui de ce match. C'est la vérité de ce match-là. Parce qu'il n'y a même pas une semaine à Bâle. Ils sont à 10 et ils tiennent. Il y a des joueurs qui se battent. Oui, mais parce qu'ils sont à 10, sinon ils prennent une tôle. C'est toujours comme ça. C'est plus facile presque de jouer à 10. Pour moi, c'est plus facile de jouer à 10. Non, mais d'accord, mais l'état d'esprit, il était là. Le langage corporel, il était là. Moi, Cavare, ça fait 2 mois que je le vois avec des attitudes corporelles douteuses. Balotelli, c'est un joueur énorme, mais on le connaît, on ne va pas refaire l'histoire. Pour moi, il y a quand même plusieurs joueurs qui ont des attitudes souvent qui posent
pose question et qui sont pas irréprochables et exemplaires. Mais ouais, hier, le problème, c'est le manque de révolte, en fait. Enfin, même juste dans la gestuelle, après le 2-1 de Saint-Gall, il y a déjà plus. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas un leader sur le terrain qui soit là pour, je sais pas, pour réveiller les joueurs, quoi. Widmer, il l'a fait. C'est difficile quand même de tirer des conclusions sur ce match. Le match d'hier, c'est un naufrage. On ne peut pas dire autre chose. Mais j'ai aussi souvenir, Il aurait fallu jouer dans 3 jours pour effacer l'impression. Bah oui, mais là, on va parler pendant des semaines, des mois. Voilà. En tout cas, 2. Ouais. Mais oui, pour moi, il ne faut pas oublier, je suis désolé, ce match à balle qui est bon de l'attitude. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec Jérémy quand il dit que le deuxième tour, il n'est pas bon. Il n'est pas bon sur le plan des résultats. Ça ne se discute pas. Mais moi, je pense que Sion est tout près. Ils sont là où ils doivent être. Et 8e, c'est anecdotique. Ils pourraient être 3e, la même chose, avec 2 points de plus. Moi, je ne suis pas aussi inquiet que ça. Je ne sais pas tirer des conclusions sur un match, aussi catastrophique soit-il. J'ai le souvenir de Lausanne Sport IB 2-7. Avec Jérémy sur le terrain. Mais oui. C'est Ayum Boys à l'extérieur, hein, quand même. Mais oui, d'accord. Mais qui était un match qui n'était pas affreux, où Lausanne a pris 7 buts. Et Lausanne, ça n'a pas empêché de faire des points après. Pour moi, la lecture, c'est toujours dangereux de tirer des conclusions sur un seul match, fut-il abominable. Oui. On va clore ce chapitre FC Sion. On a encore envie de parler un peu de la liste de Murat Yakin pour la Coupe du Monde. Mais juste avant de clore ce chapitre, Tim, j'ai sa réponse. Je demande à Vincent, Sion sera meilleur que 8e à la fin de la saison? Ouais. Oui, quand même. Largement. Non, mais largement. Faire bien mieux que ça. Si on nous a montré des belles choses, ils vont finir, j'imagine, entre la 4e et la 7e place. Non, mais moi, vous n'avez pas ma réponse. Parce que si on peut faire 8e en ayant fait un bon championnat, pour moi, il faut quand même faire attention. Ce championnat est tellement serré. Attention, qui sera 9e, qui sera 8e, qui sera 7e, ça peut aussi se jouer sur les 2 dernières journées. Je ne suis pas sûr que si on fera mieux que 8e, mais je pense que si on ne va pas solder sa fin de saison, pas du tout. Venons-en à la Coupe du Monde après ce mot de la fin de Tim sur le FC Sion. Dans une semaine, le match d'ouverture au Qatar. La Suisse, elle, débutera quelques jours plus tard. Ça sera le 24 novembre contre le Cameroun. Brésil et Serbie, les 2 autres adversaires. Et cette semaine, les différents sélectionneurs ont proposé leur liste de sélection, y compris Murat Yakin. 26 joueurs, 4 gardiens, 6 défenseurs, 12 milieux, 4 attaquants. On peut chipoter sur le positionnement exact de certains. Vincent, vous auriez à la place de Murat Yakin, on sait que chaque supporter de football est un peu sélectionneur, fait les mêmes choix. Ouais, 8 millions de sélectionneurs et j'en suis un en fait, c'est ça. Moi j'ai de la peine avec certains choix, mais d'un autre côté, je suis qui pour dire que Murat Yakin il a tort, très franchement. Je suis pas dans l'équipe. Je suis pas dans l'équipe. Le fait qu'il y ait 4 gardiens, moi, ça m'interroge. Je trouve ce choix étrange parce qu'on se dit, ok, alors Sommer vient, tout à fait, c'est logique. Omlin il vient, il revient à peine de blessure, il pourra peut-être jouer. Il a joué aujourd'hui. Donc il revient de blessure, il pourra jouer. On a un numéro 2 qui pourrait être un numéro 1 pour le premier match si Sommer n'est pas prêt. Et au final, on a 2 autres types derrière, donc Keun et Kobel, où on ne sait pas trop où on va les placer dans cette hiérarchie. Je trouve ces 4 gardiens un choix étonnant de la part de Murat Yakin qui n'a même pas pu tester Omlin en match de préparation il y a quelques semaines. C'est un des choix. Après, j'ai d'autres trucs à vous dire. Oui, mais on va faire un tour de table. On va laisser Tim aussi. Je suis assez d'accord. Et moi, j'aime pas que tu en réinventes le football. Je suis désolé. Pour moi, une liste, il y a 4 latéraux, il y a 6 centraux, il y a des milieux défensifs. Je vais être très basique. Et moi, pour moi... Donc, 6 défenseurs, là, il n'y a pas assez de monde. Non, moi, il me faut 4 latéraux. Je suis désolé, dans une liste, on peut m'expliquer qu'Eddie Milson peut jouer latéral, pas de souci. Mais j'aurais quand même bien aimé avoir 1 ou 2 remplaçants sur les côtés. Je m'excuse, Rodriguez... Il se blesse jamais, c'est une valeur sûre, ok. Widmer aussi. Mais imaginons, je sais pas, rouge au premier match. Rodriguez, Widmer, petite élongation, on fait quoi? Non, moi, ce qui me pose problème, je rejoins Tim. Moi, c'est surtout aussi que Rodriguez, il joue central gauche dans une défense à 3 au Torino et qu'en face, avec la Serbie, avec le Brésil, avec le Cameroun, il y a des joueurs comme Toko Nkombi, il y a des joueurs comme Neymar, comme Vinicius, comme Kostic. Qui ont des jambes, qui vont à 3000 à l'heure. Mais l'ailier droit de ces équipes-là, il peut faire très mal. Ouais, justement, c'est peut-être là où on est très très vulnérable sur les couloirs derrière et c'est là où il y a des arguments très très intéressants chez nos adversaires. Donc moi, ça me fait peur un petit peu ce choix des latéraux. Après, ce que j'ai trouvé intéressant dans la liste quand même, c'est que, et Vincent Carvan l'a admis, il a pris des soldats pour compléter. Il a pris des gars comme Jachari, c'est super. Moi, je trouve vraiment très bien d'avoir pris ce jeune homme et qui ne va pas faire le cirque ou faire un casino aussi, s'il est surnuméraire. En Suisse, on n'en a pas beaucoup des joueurs comme ça qui seraient capables de tout. Il y a quand même des égos, c'est comme des footballeurs professionnels. Il y a quand même des égos, Jérémy, non?
Ouais, c'est pas comme, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas comme chez nos voisins, par exemple, où là, ça pourrait être plus problématique. Non, mais j'aime le choix d'Yachari aussi, j'aime le choix d'un Rieder par exemple, je trouve que c'est cohérent, ça fonctionne, c'est des joueurs qui sont aussi polyvalents dans ce milieu de terrain, il y a des opportunités. Après, il y a encore une fois... Il y a beaucoup de monde au milieu. Alors, il y a beaucoup de monde au milieu. Mais, pour l'expérience, un des deux, les deux, vraiment. Je vais revenir sur ce que dit Jérémy, je trouve que ça a été bien anticipé, moi, notamment avec Gavranovic. Ça fait aucun bruit. C'est vrai. Retraite internationale, rien à dire et tout. Ça a été très bien négocié, contrairement à ce qu'a fait M. Petkovic avec Valan Berami, par exemple, où ça a fait un cirque. Là, je trouve que c'est passé un peu inaperçu. Alors, peut-être que Gavranovic lui a dit « Je ne serai pas ton remplaçant au Qatar ». Ça a été bien fait. Donc, moi, je pense quand même que c'est... On n'est pas au front, je suis d'accord, mais c'est quand même important de l'avoir bien fait. Et maintenant, j'ai un exemple. Donc, non, mais Seferovic, qui a été l'attaquant numéro 1 de cette équipe de Suisse pendant des années, si on se retrouve à lui dire, bon, OK, t'es sur le banc, puis tu auras un rôle à la Gavranovic, est-ce qu'il va l'accepter? C'est une des questions pour moi, vraiment. Pour moi, oui. Enfin, je ne le connais pas assez bien personnellement pour pouvoir juger de ça, mais quand tu as Mbolo qui marche sur toutes les défenses de Ligue 1 actuellement, quand tu as Okafor qui fait la musique tous les mardis ou mercredis en Ligue des Champions, sachant qu'il a... j'ai dit quoi? Oh, vous ne l'avez pas dit, mais la musique à Salzbourg, pardon, ouais, voilà, c'est musique, pas mal. Je crois que pour lui, c'est assez clair, sachant qu'à Galatasaray, il est 3 ou 4e dans la hiérarchie, qu'il n'a pas marqué depuis de longs mois. Je crois qu'il n'est pas en droit d'attendre plus. L'équipe de Suisse qui ne jouait pas beaucoup en club et qui se retrouve toujours titulaire dans cette équipe. Mais là, par contre, il y a des joueurs qui flambent à son poste et qui sont nettement plus performants que lui. Et puis, Haris Seferovic, c'est pas Karim Benzema ou Kylian Mbappé, donc en termes d'ego non plus. Donc, pour moi, je crois qu'en Suisse, on a cet avantage-là, c'est qu'on est plus ou moins bien éduqué, on est plus ou moins humble à différentes échelles et qu'il n'y aura pas de problème au niveau du groupe pour les joueurs qui jouent moins, je crois. Il n'y a pas eu trop de discussions finalement sur cette liste de 26. Par contre, il y a eu des déçus. Zuber et Mbabou. Ouais, entre autres. Lotomba aussi. Un Sessiger qui, alors, il revenait un peu de blessure, mais qui était extraordinaire ces derniers temps avec IB. Alors qu'on prend un Tchemert qui a pour moi un peu disparu. Alors moi, pour en parler, Sessiger, c'est vrai que moi j'ai milité à ma petite échelle, à votre niveau, à mon petit niveau pour qu'il y soit, parce que déjà c'est un central qui est gaucher, qui a un profil athlétique qu'on a. Alors bien sûr, Akanji l'est, mais qu'on n'a pas forcément, et c'est un joueur qui mérite, par ses performances à Young Boys depuis de longs mois, d'être appelé. Tchemert est titulaire à Valence en Liga, mais Valence est 11 ou 12e, je crois. C'est bien, hein, mais c'est pas non plus flamboyant de sa part. Et pour moi, je trouve que Sessiger, c'est de la même année que Tchemert, c'est 98, je crois, a peut-être plus de potentiel sur le long terme que Tchemert, mais c'est pas un choix qui est scandaleux non plus de prendre Tchemert titulaire à Valence aux dépens de Sessiger non plus. Mais le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions par rapport à cette liste, ça ne montre pas aussi que le réservoir n'est pas extensible à souhait? Ça montre qu'il y a moins d'émissions de talk show qu'en France, par exemple. L'équipe du soir, si on trouve quelque chose à redire sur cette liste, tu peux dire. C'est on la proposera. Par contre, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'on arrive aux abords d'une compétition où on a vraiment une colonne vertébrale qui est ultra performante, avec Sommer qui revient de blessure, mais qui a un cadre à son poste, qui est sous-coté en Europe, avec Akanji, qui est un des meilleurs défenseurs d'Europe, dans peut-être la meilleure équipe du monde actuellement. Ça se discute, hein, bien sûr, selon les perceptions. Avec Xhaka, qui est exceptionnel avec Arteta à Arsenal, dans un nouveau rôle. Avec Mbolo, que j'adore à Monaco, aux côtés de Golovin, que Tim aime beaucoup, qui joue à côté de lui sur l'aile plutôt. Avec Okafor, qui a éclos récemment. Pour moi, on a vraiment 3 à 4, 5 joueurs qui sont très très performants, même sur la scène européenne, ce qu'on n'a jamais eu quasiment auparavant. C'est jamais arrivé que la Suisse aborde un tournoi avec autant de force vive et de joueurs qui sont en forme. C'est vrai. Et forcément, on a d'autant plus peur. Bon, moi, j'ai encore plus peur. On est bien là. Là, on est pas mal. On a un groupe. Alors, le groupe est difficile. Pourquoi peur de la fatigué parce que le problème, c'est surtout qu'on arrive avec une équipe où on se dit on peut être compétitif. On peut viser un quart, on peut viser une demi. Qu'est-ce qu'on va et au final, on peut se retrouver aussi. Chacun dit encore, on peut être champion du monde et il aurait tort de pas le dire parce que il faut être ambitieux. Il y a des joueurs qui jouent dans les grands clubs et puis une surprise est vite arrivée. Et je trouve que c'est bien. Ça fait changer un petit peu les mentalités d'être aussi ambitieux. Mais c'est vrai qu'avec un groupe comme on a cette Coupe du Monde, on n'est pas à l'abri non plus de ne pas passer les poules. Donc, Non, mais c'est plus le côté supporter que journaliste qui parle, là, honnêtement. Vraiment, j'ai juste la peur on fera rien. C'est intéressant, Didier Deschamps disait ça cette semaine, il disait le Français, quand il est trop en confiance, il n'est pas bon. Et je pense qu'on peut faire un parallèle. En étant trop en confiance, on ne sera pas bon. Mais le fait que c'est plutôt rare, presque tous les internationaux qui sont attendus comme des titulaires ont joué, même beaucoup joué. Sans la préparation qui habituellement avant ces grands tournois, vous le prenez, Tim,
pour une bonne chose ou un risque? C'est impossible à dire. C'est la première Coupe du Monde de l'histoire qui se passe à ce moment-là de la saison. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent en pleine bourre. Pas tous, hein, mais la grande majorité. Ce sera intéressant de voir. Ce sera intéressant de voir aussi Xherdan Shaqiri, comment il va se mettre à niveau. Il s'est entraîné seul. C'est peut-être l'exception, hein? Ouais, c'est l'exception, mais ça, lui, il connaît ça, par contre. Ouais, il a l'habitude. Il n'est jamais arrivé en ayant beaucoup joué. Mais lui aussi, c'est différent, parce que là, il aura eu au moins à s'entraîner tout seul. Enfin, tout seul. On s'entraîne avec Lugano, mais sans compétition. Ce sera intéressant de voir de quel état de forme il arrive. Moi, ça ne m'inquiète pas tant que ça, Shaqiri, parce que ce n'est pas un joueur qui doit nous faire du bien par son volume, par son activité. C'est un joueur qui est capable, sur 2-3 coups de patte, par sa magie, c'est un profil qu'on n'a pas beaucoup en Suisse, hein, par sa qualité technique, par sa créativité dans les 30 derniers mètres, de nous faire des différences. Et au final, qu'il ait 45, 60 ou 90 minutes dans les jambes, ça ne change pas grand-chose. Tant qu'il est apte, qu'il est plus ou moins en possession de ses moyens, c'est pas un problème qu'il arrive plus ou moins à court de rythme tant qu'on trouve une organisation autour de lui qui est capable de masquer un petit peu ses limites physiques. Les réponses, on les aura. Et défensives. Les réponses, pardon messieurs, on les aura dès le 24 novembre avec le premier match de la Suisse contre le Cameroun, on l'a dit. Et nous, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur ce même plateau à cette occasion. Eh Bernard, tu fais quoi pendant la Coupe du Monde? Je vais regarder Blue Sport. Mais quoi, il y a la Coupe du Monde sur Blue Sport? Non, mais on y sera. On va pas au Qatar pour faire du tourisme. Rendez-vous sur Blue Sport au coup de sifflet final de chaque match de l'équipe de Suisse pour notre grand débrief de 60 minutes. Mbolo, c'est le neuf dont on a besoin dans ce schéma-là, dans cette configuration-là. S'il se blesse pendant la Coupe du Monde et que la doublure serait Renato-Steffen, on est mal. Et on sera aussi là, juste après la finale du 18 décembre. Analyse, débat, pronostic, coup de cœur, coup de gueule. Pour moi, on doit remettre en question Xherdan Shaqiri. Ça voudrait dire sacrifier Vargas ou Okafor. C'est le grand ennemi de la Suisse pour cette Coupe du Monde, c'est le calendrier. Mais ça sert à rien de donner des pronostics comme Ah, ça, si, parce si. que ça d'accord. Match après match, spécial Coupe du Monde. C'est seulement sur Blue Sport. Vous avez certainement noté ce rendez-vous après chaque match de l'équipe de Suisse. Dans les minutes qui suivent, rendez-vous sur nos différents canaux pour match après match spécial équipe de Suisse. Timon vous retrouvera à ces occasions. D'ici très très peu de temps, ça arrive. On serait joué. Et nous, on va avoir un peu moins de football avec les championnats nationaux qui s'arrêtent. Merci beaucoup Jérémy, Vincent, Tim d'avoir été avec nous ce soir pour ce rendez-vous match après match. Vous l'aurez compris, de retour le 24 novembre. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas, si vous voulez nous réécouter, il y a le replay et il y a également les podcasts désormais. À très bientôt. Au revoir.